La scène se passe en banlieue parisienne dans les années 1970, puis en URSS entre la mort de Lénine et celle de Staline, puis dans le bassin craillois entre 1950 et 2010, puis dans une démocratie populaire après la destruction du rideau de fer, puis en France avant Karl Marx, puis en Amérique latine aujourd'hui, et puis encore pour finir en banlieue parisienne aujourd'hui. Le communisme dans l'idée, le communisme dans le concret. Vain Dieu, la confrontation. Ce sont sept romans dans le roman que j'ai construits pour le projet et qui ont l'air d'être je dirais les plus différents possibles, et c'est ça qui m'intéressait, d'avoir des angles de vue complètement différents, mais avec il y a des échos, il y a beaucoup d'échos. Enfin, l'histoire, ça serait beaucoup dire, l'histoire du communisme, mais pour essayer de balayer quelques moments de cette histoire du communisme et de cette actualité, parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le roman. Donc oui, mettre en perspective des éléments d'histoire et puis des éléments de souvenirs personnels et des éléments du passé, voire d'une légère anticipation. Dans Les Chiens pavillonnaires, qui est peut-être pas le chapitre, mais le livre qui ouvre l'ensemble, et qui est repris d'ailleurs en dernière position pour le clore, cette partie-là est assez précisément autobiographique. Ça correspond par rapport au Parti communiste à une période où j'y étais simplement, dans les années 70. Donc ça, j'avais aussi envie que ce livre, si ce livre avait l'intention d'interroger un phénomène comme le communisme, mais puisque j'avais une histoire avec ce phénomène, il fallait que ça y participe nécessairement. Donc c'était aussi une façon de revenir sur cette période, sur la banlieue de Paris où je suis né, où j'ai travaillé, où j'ai milité, dans ces années-là. Voilà. Et puis en essayant de voir ce que cette banlieue que j'ai quittée, mais dans laquelle j'ai continué à aller, où j'ai encore beaucoup d'amis, comment est-ce qu'elle avait bougé en 40 ans, de distance aussi. Viry-Châtillon, je l'ai appris en faisant le roman en fait. Alors que j'y suis né et j'y ai vécu pendant plus de 20 ans. Mais c'est une chose que j'avais oubliée, je ne sais pas. C'est là où se situait le premier aérodrome français et même peut-être mondial en fait, au tout début du XXe siècle. Or, Viry-Châtillon, qui était une ville qui a été longtemps une ville plutôt de droite ou d'extrême droite, il y a une rue Lénine dans cette petite ville de banlieue. Il y a une rue Lénine, non pas pour des raisons politiques, mais parce que Lénine, qui habitait Paris à la fin en 1909 ou 10, par là, je ne sais plus très bien, Lénine qui était fasciné par l'aviation naissante, peut-être en anticipant une utilisation militaire possible, ce qui est avéré par des documents. Lénine prenait son vélo à Paris et venait à Viry-Châtillon en vélo, 25 km, pour aller voir les avions. À ce moment-là, un avion décollait, il faisait 5 ou 6 mètres à 1 mètre du sol et il se reposait, tout le monde applaudissait. C'était un événement. Lénine venait voir ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une rue Lénine à Viry-Châtillon, entourée d'une cinquantaine de rues qui portent des noms de pionniers de l'aviation. Alors voilà, ça m'intéressait beaucoup de retrouver ça, de redécouvrir ça, pour raconter voilà, le lieu où je suis né, où j'ai vécu longtemps, où j'ai travaillé un peu, et où j'ai milité au Parti communiste français. Les noms c'est toujours passionnant, les noms des rues. Je commence la dernière partie en découvrant, alors tout à fait par hasard, ce que vous savez peut-être, c'est qu'à Clermont-Ferrand, quand vous sortez du train à la gare de Clermont-Ferrand, la grande avenue qui passe devant la gare se nomme l'avenue de l'Union soviétique, aujourd'hui encore. C'est tout à fait incroyable. Quand j'ai découvert ça
au moment où j'écrivais ce roman, je me suis dit, il faut que je parle d'une chose comme ça. Parce que la toponymie oui, dit beaucoup de choses sur une ville, sur le fait que ça n'est pas que Clermont-Ferrand n'ait pas changé de... Alors que c'était une ville plutôt socialiste que communiste d'ailleurs, on n'est pas changé cette dénomination. Il y a une catastrophe historique, je crois qu'on est bien obligé de la regarder en face, il faudra mieux la regarder en face. Après, et ça je l'ai surtout senti ou ressenti à nouveau quand j'ai rencontré les militants dont je brosse quelques portraits dans la troisième partie. Ces gens qui avaient, alors plus qu'une nostalgie, qui avaient trouvé dans le militantisme le lieu de leur émancipation. Enfin, c'était tout à fait très impressionnant à retrouver, parce que je l'avais un peu oublié. Alors, il y a ça, il y a d'un côté la catastrophe historique, et puis un lieu réel d'émancipation. Donc cette situation un petit peu déchirante, contradictoire et déchirante, c'était notamment ce dont je voulais que ce livre parle, évidemment. Peut-être un roman soviétique plus que russe, oui. Alors là, qui est tout à fait, à la fois très documenté et tout à fait imaginaire, parce que le personnage central est complètement inventé. C'est celui qui... Alors c'est une chose que j'avais déjà utilisée dans un récit précédent, où je parlais d'un roman précédent, où je parlais d'un garçon qui faisait les voix des personnalités pour la radio en France, donc notamment qui faisait la voix du général de Gaulle. C'était pas du tout le général de Gaulle qui parlait, mais à Londres, mais c'était quelqu'un qui faisait sa voix. Et là, j'ai repris ce thème à propos de Staline. C'était l'idée que Staline, qui était tous les documents le disent, hein, ce que j'ai lu de biographiques sur Staline disent qu'il adorait téléphoner à l'improviste, soit des gens très importants, soit des ennemis, soit des amis, soit des gens anonymes. Allô, ici Staline, et j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Alors mon idée romanesque là, c'est que c'est un emploi au Kremlin, et que quelqu'un tient cet emploi. Et c'est lui qui raconte. Ça, c'est le roman soviétique. Il y a un roman américain du Sud, avec une révolution, une prise de pouvoir, et un exercice du pouvoir assez olé olé, haut en couleur et plutôt désastreux, mais avec une figure de président, Povarine, qui a peut-être compris que la prise du pouvoir d'État n'était pas la solution du communisme. Du coup, c'est quelqu'un qui met plutôt les bâtons dans les roues de son propre État et de son propre pouvoir. Ça aussi, c'est tout à fait imaginaire, mais voilà, ça correspond à une réflexion sur l'État et le léninisme, par exemple. Il y a deux versions de ces vies. En fait, c'est plus que des interviews, ce sont vraiment des vies pour moi. Ce sont des poèmes biographiques et de gens qui existent, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé longuement, à qui j'ai offert le poème portrait, et qui vont être tout surpris de se retrouver dans le co-communiste. J'espère qu'ils seront contents. Oui, donc ces rencontres-là se passaient dans le bassin craillois, à Creil, en Picardie, qui était un gros bassin industriel jusque dans les années 80. C'est à ce moment-là que ça a commencé à disparaître. Où il y avait beaucoup de choses. Il y avait de la sidérurgie, de la métallurgie et de la chimie. Donc il y avait énormément de monde. Il y avait 10 000 ouvriers.
avec maintenant une activité extrêmement réduite. Donc c'est impressionnant de rencontrer tous ces gens, parce que c'est une population ouvrière vieille et jeune, chômeur. Donc il y a, à l'intérieur du roman, il y a des poèmes et une pièce de théâtre. Le roman, là, est le grand art, parce qu'il peut même accueillir ses confrères. Il y en a un septième roman, enfin un sixième et un septième. Le sixième, c'est... Là, en fait, là, c'est la situation quatrième. C'est un roman qui se passe dans un pays de l'Est qui n'est pas nommé, après la destruction du mur de Berlin. Il y a eu, à ce moment-là, j'ai lu plein de choses là-dessus qui m'intéressaient beaucoup, des grosses affaires d'archives, d'ouverture d'archives, qui est dans les archives, qui est mouillé dans les archives, sur le passé, tout ça. Alors là, j'ai écrit un roman là-dessus, sur cette question-là, la façon dont le passé colle au basque de certains, et la façon aussi dont l'archive peut être manipulée, utilisée médiatiquement. Que faut-il faire des archives ? Et puis, je m'occupe aussi dans l'une des parties, je m'occupe des utopistes, des socialistes utopistes en France avant Marx. Alors ça, c'est inachevé, parce que c'est un gros projet dont je donne là simplement une amorce. Les Saint-Simoniens. Marx n'était pas tendre avec eux, mais dans l'évolution historique, il y a sans doute des choses à revaloriser et qui le sont actuellement. Donc ça, c'est une piste qui m'intéresse, mais qui demande énormément de travail documentaire que je n'ai pas pour le moment mené complètement à bien. Mais si j'ai le courage, pendant les quelques années qui me restent, d'écrire le frère jumeau de ce roman, qui s'intitulerait Le cas capitalisme, par exemple, à ce moment-là, il faudrait que je réutilise des choses des Saint-Simoniens, parce que les Saint-Simoniens n'ont pas donné que une filiation vers le communisme ou le socialisme, mais aussi vers le capitalisme, l'activité capitaliste. Donc ça, c'est particulièrement intéressant comme source à la fois documentaire et, j'espère, romanesque. Ah oui, ce sont les romans les plus longs que j'ai écrits, et c'est pas vraiment une trilogie, mais pour moi c'est un ensemble. Quand j'ai eu fini le premier, L'amour comme on l'apprend à l'école hôtelière, qui était un roman familial, mais un roman de l'histoire familiale, dans la grande histoire. Bodo, qui était ensuite le roman sur ce que j'ai vu de l'Afrique pendant une quinzaine d'années, sans y vivre en continuité, mais en y allant chaque année pendant 15 ans, quelques semaines. Donc pour moi, c'était très important de parler de la façon dont j'avais perçu l'Afrique à ce moment-là. Et puis, la façon dont j'ai perçu le communisme de près, et ensuite dans l'histoire. Donc oui, pour moi, ces trois livres qui sont cousins, enfin, un cousinage évident. À cette époque-là, c'était dès le début des années 70 et pas plus loin que 75, j'habitais à Viry-Châtillon, la ville où j'étais né et avais vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, où j'avais déjà enterré ma mère, délicieuse, terrible, mystérieuse, aimante, idiote, si belle, adorable, obtuse, limousine, souffrante, heureuse et malheureuse, qui affrontait, oui. Je réhabitais à Viry-Châtillon, en premier couple après la famille d'origine. Je réhabilitais mes sources. Une troupe de théâtre dans laquelle j'étais actif en était la cause. On disait la banlieue sud à 25 km de Paris. Sur le territoire de la commune, les rues pavillonnaires étaient en majorité downtown,
contrastant avec les cités compactes là-haut sur le plateau ou avec le chantier de bois flanqué de la grande maison natale et mortuaire qui ne s'appelait pas pavillon, maison et chantier dont les adresses respectives étaient rue Carnot et route nationale 7, la nationale 7, adjectif substantivé non propre suivi d'un substantif adjectivé de nombre, on disait la 7, on n'en était pas un.